Bonjour et bienvenue sur Gloria Mama. Je suis Diane et je vous propose dans ce podcast de partir à la rencontre de mères et de couples du monde entier. Ils nous livrent l'expérience de leur maternité, parfois loin de leur pays tout aventuriers qu'ils sont. Des histoires d'hier et d'aujourd'hui, des histoires aux mille couleurs, aux mille saveurs, parfois douces, parfois plus amères. Les sujets de ce podcast ? Le désir d'enfant, les fausses couches, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécus de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoire, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements. Car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Dans ce deuxième épisode consacré à la procréation médicalement assistée, Hélène nous raconte la suite de son parcours. Concrètement, comment se déroule la PMA ? Comment prépare-t-on son corps en vue du grand jour ? Elle nous parle de la magnifique solidarité entre les femmes et les couples qui ne se connaissent pas, mais qui sont dans la même démarche, et aborde le sujet de l'annonce. Comment en parler à son entourage, sa famille, ses amis, son employeur et son enfant. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous conseille bien sûr de le faire. Ainsi, vous comprendrez mieux toute la démarche d'Hélène. Nous sommes dans l'intimité d'un salon. La nuit est tombée depuis longtemps maintenant. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis retournée sur la clinique de départ parce que, entre-temps, j'avais relu des choses sur le professionnalisme de cet établissement et je m'étais dit que finalement, j'avais pas eu un bon feeling avec le médecin. J'avais pas apprécié le côté mercantile, mais il faut pas se leurrer, c'est mercantile. Et que malgré tout, c'était vraiment de très bons professionnels qui avaient des résultats. Il n'y avait pas de doute à avoir là-dessus et je voulais quand même avoir, en tout cas, l'une des cliniques les meilleures. Le moment où j'ai prévenu la clinique, de mémoire, ça devait être je pense en décembre 2018 ou janvier 2019. Et quand on décide d'enclencher comme ça un protocole, on démarre pas tout de suite. Il a fallu attendre le mois de mars, en fait, pour démarrer. Parce que il y a tout ce qui est stimulation, c'est par rapport à son cycle, par rapport à quel moment notre corps va être prêt à commencer le traitement. Donc c'est pas parce qu'on décide d'y aller et qu'on claque les doigts que hop, le lendemain on prend un médicament et qu'on va être prêt, quoi. Et donc on a commencé le traitement sur mon cycle de mars, et puis alors commencer le traitement, finalement c'est pas un traitement non plus qui dure que quelques jours, ça s'étend sur plusieurs semaines. Et ça m'a accompagnée pendant 2 mois, le traitement. Ouais, c'est en fait 1 an, j'ai envie de dire 1 an après ma première visite à la clinique, je commençais le traitement. Ton deuxième contact dans cette clinique, du coup, est-ce qu'il a été meilleur ? Le deuxième contact, en fait, ça a été surtout téléphonique. C'est ça qui est assez fort quand même dans les techniques d'aujourd'hui et dans l'accompagnement que les cliniques sont capables de faire, c'est que ils ont besoin de nous voir 2 fois, pas plus. Une fois pour un premier entretien, et une seconde fois pour la fécondation in vitro, enfin le transfert à proprement parler. Entre-temps, tout peut se faire à distance. Donc ce sont des entretiens téléphoniques, des réunions Skype, voilà, des choses comme ça si on a besoin, par internet. Et puis après, ils nous guident dans les examens, dans les médicaments, mais c'est notre professionnel de santé en local, donc en l'occurrence le gynécologue, qui nous oriente vers les examens. Ils nous disent pas à pas ce qu'il faut faire, mais on n'a pas besoin de les voir pour ça. Et à chaque fois, il faut aller voir son gynécologue, et c'est lui qui va nous faire les prescriptions, les ordonnances, les examens, et à chaque fois qu'on a les résultats, on revient vers la clinique en les transmettant, en disant voilà, et puis on continue avec eux comme ça à dérouler le process. Mais finalement, oui, je les ai vus que 2 fois. Et tu t'es sentie accompagnée quand même par eux, psychologiquement, ou pas du tout ? On a le sentiment avec la clinique, et ça beaucoup de personnes s'en plaignent sur le forum, qu'il y a un accompagnement quand on les a au téléphone, enfin ils répondent à toutes les questions, mais que c'est quand même, comment dire, il y a énormément de monde en fait. Donc on peut leur envoyer par exemple un mail en disant j'en suis là, qu'est-ce que je fais, j'ai besoin d'en parler.
et vous n'allez pas être appelé tout de suite. Enfin, donc il y a ces temps d'attente qui nous font prendre conscience à quel point on n'est pas les seuls, qu'ils ont vraiment énormément de patients qui traitent et qui suivent en même temps. Et ça peut être assez dur à vivre pour certaines personnes, parce que le temps d'attente, c'est, voilà, quand on est dans un protocole comme ça aussi important, on a envie de savoir très vite, est-ce que c'est bien, pas bien ce que je fais, est-ce que le médicament ou le patch, je l'ai mis à tel endroit, c'était ok, pas ok, enfin... Et puis aussi ce sentiment, en fait, qu'il y a des échéances de paiement, et que finalement, souvent, on vous rappelle à votre bon souvenir que d'abord, il faut faire tel paiement, alors c'est en plusieurs fois. Encore une fois, il faut être conscient que cet aspect-là, il est quand même hyper important, que ça conditionne le reste. Il faut arriver à en faire un petit peu abstraction, parce que sinon on peut se braquer, comme moi je l'ai fait la première fois, et donc c'est très difficile. Mais après, quand j'ai eu les personnes au téléphone, encore une fois, tout le monde parle français, j'ai eu le sentiment qu'elles prenaient le temps. Je pouvais me contenter d'une réponse et me dire ok, bon, je gêne pas ou je dérange pas plus longtemps. Je me faisais quand même ma petite liste de questions. Et j'attendais d'avoir toutes les réponses avant de pouvoir clôturer l'entretien, quoi. C'était hyper important pour moi d'écarter toutes les zones d'ombre ou les choses où j'étais pas sûre. Encore une fois, on a un vocabulaire qui est pas forcément évident. Enfin, on nous parle de choses qu'on connaît pas. Enfin, pour moi, il fallait être sûr à 100% de ce que j'entendais, de ce qu'on me disait. Enfin, c'était trop important pour être dans l'aléatoire ou dans le... Enfin, fallait que ce soit limpide, quoi. Donc je devais être un petit peu pénible du coup, parce que j'ai sollicité pas mal d'entretiens téléphoniques, mais pour moi c'était la condition, voilà. C'était toujours les mêmes personnes que tu avais au téléphone ? Non, c'est ça qui est déstabilisant aussi, je pense, pour beaucoup de personnes. C'est, il faut faire aussi abstraction de ça, c'est qu'on est un dossier parmi d'autres, et que en gros, c'est, je pense, derrière un call center, avec certes aussi des professionnels de santé, mais je pense n'avoir jamais eu 2 fois la même personne. Et ce sont des médecins que tu as au téléphone ? Alors, ça dépend du sujet qu'on souhaite aborder. En fonction des questions qu'on a, ça peut être un médecin qui rappelle, ou alors ça peut être aussi une assistante médicale, si c'est plutôt une histoire de protocole et de médicaments, c'est pas forcément le médecin qui rappellera. Peut-être juste dire aussi pour toute cette période de stimulation, c'est aussi un peu une période d'incertitude sur comment on va réagir. Enfin, moi, je suis pas du tout médicalisée, je prends jamais rien, je prends pas de médicaments. J'avais lu sur le forum qu'il y avait quand même pas mal d'effets secondaires, ça pouvait être très lourd. En fonction de chacune, on peut réagir de manière très différente, mais j'avais très peur de comment j'allais réagir, des modifications aussi que ça allait pouvoir avoir sur mon corps. Certaines femmes qui parlaient de beaucoup de prise de poids, par exemple, des vertiges, des malaises, enfin, c'est assez anxiogène quand même quand on lit tout ça. Et puis voilà, c'est de l'inconnu parce que il y a quand même une piqûre aussi à faire dont on ne sait pas trop quoi chez une infirmière qui vu la substance vous pose la question mais c'est pourquoi voilà. Donc ça c'est pour stopper l'ovulation en fait, nous stopper nos ovaires, et puis ensuite il y a toute une série de patchs à prendre pendant plusieurs semaines. Donc là, c'est presque drôle parce que, il faut se mettre 2 patchs tous les, je crois, 2 ou 3 jours. Au début, on sait pas trop où se les mettre, on sait pas si on fait les choses bien. Donc c'est assez pareil anxiogène parce que c'est de l'inconnu. On sait que c'est pas anodin comme substance. Je me souviens avoir photographié la notice de ces patchs et les effets secondaires, c'est assez effrayant. C'est des hormones, en fait on est dopé à la progestérone et à l'œstrogène. Il ne faut pas que le patch soit trop près de la poitrine parce qu'on peut développer une surstimulation et un cancer. Des choses qui, en fait, vaut mieux peut-être pas les lire. Et on se dit, bon, ça y est, je suis en train de m'infliger quelque chose là qui est vraiment pas anodine. Et puis effectivement, j'ai senti que mon corps... changer un peu, mais j'ai été quand même agréablement surprise par le fait que je supportais plutôt bien. Par rapport à ce que j'ai lu sur d'autres femmes, pour moi ça a été quand même assez gérable. Je dois dire, je suis allée dans tout ce protocole et cette démarche avec l'idée qu'il fallait que j'ai confiance en mon corps,
C'est assez décisif parce que il fait le job quand même. On lui inflige pas mal de choses et finalement, voilà, pour moi, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai commencé cette stimulation en mars, donc 2019, et puis 2 mois de stimulation, jusqu'au moment où la clinique vous appelle en disant bon bah ça va être bon. Et puis en parallèle, ils commencent à chercher en fait un donneur et une donneuse. Donc c'est pas une banque, enfin en tout cas pour les ovocytes qu'ils ont comme ça forcément à disposition. Donc ça se fait aussi de prendre des gamètes qui sont cryo-conservées. Mais ce qui compte beaucoup, et ça c'est dans la charte éthique en fait espagnole, c'est que on ne peut pas vous implanter des ovocytes de femmes qui correspondent pas à votre phénotype. Le phénotype c'est quoi? C'est à quoi je ressemble. Est-ce que j'ai les cheveux frisés, clairs, pas clairs, bruns, enfin bon. Est-ce que j'ai les yeux verts, marrons, la peau mate, est-ce que je suis noire, asiatique, j'ai la peau très claire. C'est dans leur obligation en fait de trouver une donneuse qui a des caractéristiques physiques qui vous sont similaires. Donc en fonction de ce qu'ils ont à disposition, c'est donc pas forcément des gamètes cryo-préservées. Et en l'occurrence, pour moi, ils se sont mis à la recherche d'une donneuse. Et à un moment donné, on m'a appelé en me disant, bah voilà, on a quelqu'un qui vous correspond. La personne commence à être stimulée également en parallèle de votre propre traitement. Et finalement, c'est surtout pour la donneuse que c'est le plus lourd. Puisque elle, on doit lui extraire à un moment donné des follicules. C'est une surstimulation qui va permettre ça. Donc nous, la stimulation, quand on est sur le double don comme ça, elle n'est pas anodine, mais elle est quand même encore très light par rapport à ce que doivent s'infliger les donneuses. Je dis juste ça par rapport à la compensation financière aussi, dont on parle, qui fait débat souvent, en disant que voilà, c'est que pour l'argent, etc. Elle s'inflige quand même un traitement qui n'est pas anodin, et le dédommagement me semble quand même la moindre des choses par rapport à ce qu'il aurait demandé. J'ai quand même posé pas mal de questions à ce moment-là sur est-ce qu'on est bien certain par rapport au phénotype, est-ce qu'elle est suffisamment grande, parce que chez nous dans la famille on est très grand. J'avais besoin d'être rassurée sur quelques éléments comme ça, mais à aucun moment on vous dira finalement on vous dira pas son poids, sa taille, tout ça on le saura pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle correspond à votre phénotype et on connaît l'âge. Donc en l'occurrence, me concernant, c'est une donneuse qui a 26 ans. Donc on vous tient presque au courant tous les jours de comment se passe le traitement de la donneuse et à quel moment on va faire la ponction, donc extraire ces fameux follicules de la donneuse. Quand la ponction a lieu, on vous appelle en disant voilà, on a extrait tant de follicules et il y en a tant qui ont survécu et on va en mettre dans les éprouvettes tant. Et on va faire du coup la FIV avec le sperme du donneur et on vous tiendra au courant du résultat. Soyez prête à venir dans les 48 prochaines heures. Donc c'est assez... c'est parce que bon, c'est pas comme si on attendait que ça. On a aussi une vie, on a un travail. On peut pas s'absenter non plus comme ça du jour au lendemain. Donc on commence un peu à compter. Tant mieux si ça tombe le week-end. Je vais pouvoir prendre un vol sans que ça soit perturbant pour mon travail. Puis voilà, puis il y a quand même une notion de frais aussi. Enfin, c'est du last minute. Donc en fonction des combinaisons, ça peut être quand même assez cher rien que pour le transport. Moi, ça s'est passé début mai. J'étais en Allemagne avec une amie. Passé quelques jours de repos là-bas, et puis on m'a appelé en me disant que il fallait que je vienne le mardi, on était le week-end, et que ils avaient pu féconder plusieurs ovocytes, et que on saurait dans les prochains jours les résultats, mais que je pouvais d'ores et déjà planifier ma venue. Donc c'était une période hyper... on sent qu'on approche vraiment le très très concret, parce que même quand on est encore sous stimulation... c'est un peu irréel. On sait pourquoi on le fait, mais c'est encore très irréel. Et puis alors là, déjà rien que le mot donneuse, et on a trouvé la personne, et on a fait ci, on a fait ça, ça devient très concret. Je me suis rendue là-bas un peu fiévreuse, en me demandant, mais ça y est, c'est le moment, pourvu que ça se passe bien, pourvu que la culture se passe bien, puisque en fait, quand ils introduisent le sperme dans l'ovocyte, ils essaient de faire déjà évoluer un embryon.
quand on vous implémente, donc c'est un blastocyte, quand on vous l'implémente, l'idée c'est qu'il est quand même déjà plusieurs jours. Donc il a commencé à se développer en dehors d'un utérus. Et le fait de l'implanter à J+3, J+4 ou J+5 après cette fécondation in vitro, ça augmente les chances en fait de la nidation dans l'utérus de la personne qui reçoit. Pareil, là, beaucoup de statistiques, d'expériences différentes sur les forums. S'ils ont que J+3, on va vous dire le mieux, ça serait d'en implémenter 2 pour qu'il y ait plus de chances parce que voilà, il n'est pas encore extrêmement développé. Donc là, il faut être préparé à cette décision et à cette question puisqu'il y a un risque gémellaire qui est quand même très fort. Ou alors, s'ils arrivent à mettre la culture jusqu'à J+4, J+5, J+6, là, on va plutôt vous orienter vers un transfert d'un seul blastocyte et on sait que, bon, on va pas vous encourager sur plusieurs blastocytes, mais voilà, c'est ces questions-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui autant de couples ou de femmes avec des jumeaux. C'est que ce sont des résultats de FIV. Bon, il y a la nature aussi, mais pour beaucoup, c'est pour cette raison-là, en fait. Je pense quand même que, c'est facile à dire maintenant, mais je m'étais quand même préparée à l'idée que ça pouvait être une grossesse gémellaire, qu'il fallait être aussi prête à l'idée que. J'avoue que je suis très très heureuse qu'on ne m'ait pas proposé ça et qu'ils aient réussi à amener un blastocyte à J+5, même J+6 de mémoire. Ça veut dire que la question s'est même pas posée et ça m'a rassurée de ce côté-là. Quand je suis arrivée à la clinique, c'est là, pour le coup, où je me suis dit que j'avais vraiment fait le bon choix. Je les ai trouvés extrêmement professionnels, vraiment aussi bien en termes d'accueil que d'équipement, que de personnel. On vous réexplique bien ce qu'on va vous faire, c'est documenté, c'est écrit. Je crois qu'on m'a demandé 5 fois comment je m'appelais, pour être sûr, comme une opération à cœur ouvert ou je ne sais quoi, pour être sûr d'ouvrir la bonne personne. C'était assez impressionnant. Et en même temps, dans un cadre assez... c'est pas une grosse clinique, donc c'est assez humain, c'est petit. J'ai pris des photos de la salle et tout ça, parce que je trouvais que c'était un moment important aussi, finalement. Et voilà, une salle où on vous met sur une chaise gynécologique et on vous explique ce qu'on va vous faire. Finalement, c'est le moment le plus important et c'est le moment le plus simple, parce qu'on sent rien. Donc c'est extrêmement rapide. C'est comme une bipette qu'on vous introduit dans l'utérus. Et donc avant, on vous montre au microscope que c'est bien dans la bipette et on suit à l'écran avec le médecin l'introduction dans l'utérus et au moment où il lâche, il y a même une photo qui est prise à ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'était d'une simplicité et et en même temps, c'est hyper important, quoi. Donc ça a été le plus simple de tout le parcours. Ça a été ce moment-là. Et tu te sentais comment ? J'ai été vraiment très bien. Parce que déjà j'étais sûre de ce que je faisais à ce stade, c'était quand même la moindre des choses, c'était important. Et je sais aussi, en tout cas c'était ma conviction personnelle que pour que ça fonctionne, il fallait que je sois bien aussi psychologiquement. Donc je m'y étais préparée. Et j'avais confiance aussi, j'avais vraiment confiance dans le personnel de santé. Sinon, je me suis dit, c'est pas la peine d'y aller si t'es pas à l'aise. Et après, on vous recommande quand même de pas voyager tout de suite, de rester un petit peu allongé. J'ai eu la chance qu'au moment où j'ai été appelée, il y avait un jour férié derrière, donc je suis restée une nuit de plus à Barcelone. Comme ça, j'ai pu me reposer, on est quand même fatigué, c'est éprouvant. On part et on a quelque chose en soi et on sait pas ce que ça va devenir, mais c'est fait. Et non, j'étais plutôt très bien. J'étais vraiment sereine, en fait. J'étais sereine et je me suis dit, je suis allée au bout. J'ai fait ce qu'il fallait pour et maintenant, c'est vraiment la nature qui va décider. Parce que ça, on a beau faire tout ce qu'on veut, se maintenir en bonne santé, faire ceci, faire cela. Moi, j'ai pris pas mal d'acide folique en amont, des choses comme ça. Je me disais, ça peut être important, mais finalement, 2 femmes peuvent faire la même chose, et puis il y en a une, ça va marcher, l'autre, ça ne marchera pas. C'est complètement aléatoire. Je me suis dit, je m'en remets maintenant à ma destinée. Et après la FIV, ou après donc, ce transfert, on demande un délai de 15 jours, le temps que l'anidation se fasse ou pas. Donc l'anidation, c'est que ça s'accroche ou pas à l'utérus. Mais c'est tellement petit à ce stade que, on sent rien, on sent pas
peut pas dire qu'on sent encore de nausées ou de ceci ou de cela. Et même on vous dit, à la rigueur, vous avez le sentiment, je sais pas, que vous avez la poitrine qui fait mal ou quoi que ce soit, ça ne veut rien dire parce qu'on a tellement été pompé d'hormones avant que, enfin, c'est pas un signe de grossesse ou quoi que ce soit, c'est pas, à 15 jours, c'est pas possible. Il y a que, en fait, la prise de sang avec la mesure du taux bêta-HSCG de mémoire, c'est ça, hein, qui va confirmer ou pas la grossesse. Là, sur le forum, je lisais aussi que beaucoup de femmes prenaient un test à la pharmacie, test pipi, voir si c'était bon ou pas bon. Et en fait, je me suis étonnée moi-même parce que j'ai même pas cherché à faire ça. J'étais hyper sereine, je me suis dit non, mais de toute façon, ça sert à rien. Et donc, j'ai pas acheté ce test et j'ai vraiment attendu patiemment le jour J pour aller au laboratoire et faire mon analyse. Et t'y pensais? J'y pensais, mais je me suis vraiment pas pris la tête. Encore une fois, j'étais d'une zénitude, je me suis étonnée moi-même. Oui, ce sentiment d'avoir accompli ou fait ce qu'il fallait, c'était déjà énorme en fait. Mais t'es dit, tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Donc maintenant, tu vas pas te rendre malade ou quoi que ce soit, ou enfin, tu verras ce que ça donne, quoi. Et j'avais pas cette forme d'impatience que j'ai vue chez beaucoup de femmes, ou j'ai lu. Non, pas du tout. Donc oui, j'y pensais, mais c'était pas déjà en permanence, c'était sans appréhension, et c'était bon, bah, il y a le rendez-vous à ce moment-là, et là, je saurais. Je suis allée au laboratoire, c'était un jour où je travaillais, donc les résultats en général arrivent par mail dans l'après-midi. J'étais au bureau, et j'ouvre ma boîte mail, alors pas professionnelle évidemment, c'est une boîte privée, et de mémoire, je l'ai même pas ouvert à ce moment-là. Je me suis dit que c'était pas le moment de le faire, c'était pas le bon endroit, et que j'allais regarder tranquillement à la maison. Et donc dès que j'ai pu, je l'ai fait évidemment. Et c'est là, alors on vous dit pas vous êtes enceinte, hein, c'est une espèce de code, je sais plus, positif, négatif ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, j'ai compris à la lecture que c'était positif. Et je me suis dit, waouh, ça y est, c'est énorme. Je me suis dit encore une étape de franchie, c'est incroyable. Et évidemment, j'étais contente. Mais quand même, c'était encore assez réel, quoi. Je me suis dit, j'ai réussi. J'ai considéré aussi que j'avais déjà énormément de chance, parce que je sais que beaucoup de femmes doivent faire plusieurs protocoles, donc plusieurs FIV, pour tomber enceinte, quoi. Moi, c'était ma première tentative, et personnellement, je m'étais donné une seule tentative. Alors, c'est peut-être facile à dire comme ça maintenant, mais c'était vraiment ce que je m'étais fixé. Je m'étais dit, je le ferai une fois, et si ça marche, tant mieux, sinon je ne ferai pas d'autres possibilités, quoi. Rien que par rapport aux frais que ça engendre. Je me suis dit, j'avais beaucoup de chance je crois que j'avais 25% de chance que ça fonctionne. Sur du double don, comme ça, pour une première fois. Et voilà, donc j'ai fait partie de ces 25%. En fait, quand on a des rapports normaux, entre guillemets, enfin, sexuels, c'est pas parce qu'on fait une fois l'amour qu'on va être enceinte. Donc c'est un petit peu pareil. On dit que plus le corps est stimulé, plus il y a de chances aussi que ça s'accroche. C'est pour ça qu'à la deuxième tentative, je crois que ça monte tout de suite à 40 ou 45%. Mais au premier essai, on est plutôt dans les 20%. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses que je ne savais absolument pas avant, que j'ai appris comme ça aussi dans le parcours. Mais je me suis dit que j'avais beaucoup de chance, ouais. C'était dingue. Est-ce que tu es allée sur ce forum que tu consultais pour faire part de ton parcours et donner aussi peut-être de l'espoir à d'autres femmes qui sont dans le même parcours? Le forum, je m'y suis intéressée très vite, j'ai beaucoup lu, mais j'ai participé très tardivement en fait. J'étais plus donc en lectrice, je me nourrissais des conversations et de ce que je pouvais y trouver, et ça m'a énormément aidée. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de partager aussi et de dire là où j'en étais et ce que je m'apprêtais à faire. Donc je pense que je l'ai fait peut-être un mois avant la FIV. Donc j'étais déjà sous traitement. Et les échéances approchant de la recherche de la donneuse, de l'acte en lui-même, du transfert, etc., je me suis dit que ça pouvait être bien de partager. Et j'avoue que j'ai trouvé aussi un soutien formidable. Parce que les filles... on se soutenait mutuellement, c'était
C'était courage, c'était on pense à toi. Enfin, quand j'étais à Barcelone, j'étais dans un tout petit hôtel un peu lugubre et tout, parce que c'était hyper cher, donc je voulais pas trop dépenser. Une espèce de chambre toute froide, et on reçoit des messages de gens qui disent bon bah on sait que t'es à Barcelone, on espère que t'es bien arrivé, comment tu te sens, on pense à toi pour demain. C'est énorme en fait. C'est des gens qu'on ne connaît pas, mais qui vous suivent et qui s'inquiètent et qui sont... Ouais, c'était vraiment chouette. Puis, bah, à l'issue du transfert, j'avais aussi des messages. Est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu te sens? C'était... Et puis parce que aussi, souvent, comme on est quand même nombreux ou nombreuses à faire ce parcours, on peut se retrouver avec d'autres personnes au même moment à la clinique. Ça, je l'ai lu à plusieurs reprises de femmes qui sont plus ou moins retrouvées en salle d'attente, quoi. Donc ça peut être sympa aussi de se dire, bon bah voilà, on est dans une ville qu'on connaît pas forcément, on est tout seul, de se retrouver avec d'autres personnes, ça peut être soutenant, quoi. Donc moi ça n'a pas été mon cas, il y avait personne à ce moment-là. Enfin il y avait beaucoup de Français, mais pas des gens du forum. Mais en tout cas, oui, j'ai trouvé un soutien qui était inattendu parce que je l'avais pas forcément fait pour ça. Oui, soucieuse de savoir comment j'allais et tout, c'était vraiment touchant, quoi. En plus, donc, des personnes qui étaient autour de moi et mes proches qui étaient au courant et qui ont été présents aussi. Mais oui, donc je me suis pas... J'étais toute seule là-bas, j'ai fait ça toute seule, mais je me suis sentie quand même entourée et encadrée. Puis j'ai continué de donner des nouvelles jusqu'à cette fameuse prise de sang, parce que tout le monde attend un petit peu aussi le résultat, donc de maintenir les copines informées de là où ça en était. Quand on sait qu'on est enceinte, que c'est positif, on vous demande de faire des prises de sang de manière très régulière, je crois tous les 2 jours de mémoire, pour voir comment le taux évolue. Parce qu'il y a souvent des fausses couches très précoces à ce moment-là. Je l'ai lu plein de fois, ça aussi. Moi, j'avais aucune connaissance de qu'est-ce qu'un taux, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est normal, pas normal. Et il y a des personnes qui sont hyper avisées et qui connaissent tout ça par cœur, et on me dit « Oh, super, c'est un beau taux, bon, bah tant mieux !» Et en fait, en gros, l'idée, c'est que il faut que le taux double tous les 2 jours. Si ça double tous les 2 jours, c'est que c'est vraiment en bonne voie. C'est pas encore une garantie, loin de là, parce que le risque, il est jamais écarté, mais ça veut dire que ça se développe bien. Donc je communiquais sur mon taux tous les 2 jours. C'était assez marrant. Et pareil, donc moi j'encourageais aussi celles qui étaient dans la même... qui me suivaient, quoi, parce que, ou qui me devançaient, qui avaient fait la FIV quelques jours avant. On a été comme ça plusieurs à suivre pendant un petit moment. Et après, j'avoue que j'ai eu besoin de prendre du recul, parce que je me suis tellement nourrie de ces conversations, de livres, de documentaires. Je pense que j'ai vraiment, sur Internet, j'ai lu et regardé tout ce qui existait dans les derniers mois, années sur le sujet. Alors depuis, il y a eu encore beaucoup de littérature sur le sujet, parce que c'est extrêmement débattu en ce moment, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses finalement, on faisait très très vite le tour, ça m'a étonnée. Il y a eu très peu de témoignages aussi. J'ai quand même fait beaucoup de recherches, j'y ai consacré énormément de temps, c'était un peu une fixation, de savoir, d'avoir tout ce qu'il fallait, et j'ai eu besoin de faire une pause aussi. J'ai eu besoin de me déconnecter un petit peu, parce que ça avait été beaucoup. Cette surinformation, cette recherche, c'était assez éprouvant aussi. Et puis, c'est des lectures qui sont pas hyper opposantes non plus, quoi. C'est encore une fois, c'est un vocabulaire qu'on maîtrise pas forcément. Alors donc ça devient plus familier, mais ça fait du bien aussi de faire une pause. Donc ton taux a doublé tous les 2 jours, tout se présentait bien. Au début, il y avait encore des jalons qui étaient demandés par la clinique. Donc on fait la première échographie en fait très très tôt. À peine au bout de 4 semaines, on a déjà une première échographie. La clinique demande à ce que le gynécologue fasse assez vite une première échographie. Et c'est là où j'ai passé un cap en me disant c'est vraiment plus concret, puisqu'à l'échographie, donc on voit pas de fœtus à 4 semaines, c'était vraiment plutôt un sac, une tache avec un petit point qui bat. J'ai compris que c'était le cœur et c'était quand même assez émouvant. Je pensais pas que déjà à ce stade on voyait un cœur qui battait en fait. Ce petit point, c'était le cœur
futur bébé. J'étais sereine, mais je savais que les 3 premiers mois, il fallait être prudente. Et puis finalement, très peu de personnes autour de moi étaient au courant, puisque mes parents ont été informés. J'étais déjà bien avancée, la grossesse était bien avancée. Et je pense tant qu'on l'a pas dit, donc autour de soi, c'est vraiment famille, proche, et à son employeur aussi, c'est pas encore... c'est encore... Et puis ça se voyait pas non plus physiquement, c'était vraiment très subtil. Donc tant que tout ça s'est pas fait, c'était encore assez irréel. Mais ça, je pense que c'est le cas pour plein de femmes. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai pas été malade du tout. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas... Donc j'avais beau savoir que j'étais enceinte, tant mieux, mais j'en avais pas vraiment les effets néfastes, à part la fatigue. Mais je me rendais pas trop compte. Voilà. Mais après, je pense que c'était bien d'avoir ce temps-là aussi, parce que ça continuait quand même à cogiter pas mal. Comment je l'annonce à mes parents, à ma famille, qu'est-ce qui va se passer, voilà, on passe une autre dimension, mais toujours ces questions. Et c'est sûr qu'on a déjà à ce stade le plus gros derrière soi, entre guillemets, en tout cas de ce qu'est la conception, parce qu'après, on se dit qu'on a fait déjà un sacré bout de chemin. Quand est-ce que tu as senti le bon moment pour commencer à en parler autour de toi, au-delà des gens qui avaient été au courant depuis le début? Ton employeur, est-ce que tu l'as prévenu aux 3 mois révolus, ou est-ce que tu as pris plus de temps pour le prévenir? Donc, mes parents, je les ai informés, j'étais à 2 mois et demi à peu près, parce que... alors, on vit toutes ça aussi de manière très différente, c'est lié à notre histoire personnelle et à la relation qu'on peut avoir avec ses parents. Pour moi, c'était pas envisageable de le dire à mes parents avant et même pendant. Donc je m'étais dit, si jamais je suis enceinte, évidemment je leur dirai, mais je le ferai pas avant. Approchant de la fin du premier trimestre, je me suis dit que ça allait être le moment de leur dire, et que ça allait être les grandes vacances, enfin les vacances d'été que j'allais passer chez eux, et que c'était quand même le bon moment de le faire. J'appréhendais beaucoup. Je n'ai eu que des retours positifs à chaque fois que je l'ai annoncé, jusqu'à présent. Donc ça, c'était une belle surprise, parce que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement intime, donc c'est très personnel, et finalement, on n'a jamais la certitude de la manière dont la personne va réagir tant qu'on n'a pas parlé du sujet. Même pour des personnes qu'on connaît très bien, ça touche à tellement de choses et une éthique personnelle aussi, que on pense connaître la personne et pouvoir lui dire, et finalement peut-être que la réaction va pas être celle qu'on attendait. J'ai toujours eu très peur, et moi, avec mes parents, ça a été une belle surprise. Ils ont très bien réagi, de manière un petit peu différente, mais globalement très respectueux, très de ma décision, de mon choix. Ça m'a énormément soulagée de pouvoir leur dire. Et aujourd'hui, donc je suis à 5 mois et demi et ma famille ne le sait pas encore. Ça, c'est une autre étape. Je suis issue d'une famille plutôt traditionnelle, catholique, avec voilà, des personnes où globalement on était très très proches, tous. Enfin, c'est une très grande famille, mais on s'est un petit peu dispersé les dernières années. Je me suis dit que je le ferais au moment où je me sentirais prête. Et j'ai pas ressenti encore ce moment-là. Je pense que ça va pas tarder quand même. Là, je me dis que ça peut être bien de le faire très, très prochainement. Mais je me suis pas mis la pression pour ça. Ça, je pense que c'est important. Donc là, mes parents, maintenant qu'ils le savent depuis 2 mois, me poussent un petit peu en disant « Mais quand est-ce que tu leur dis? Quand est-ce que tu fais ta communication ?» C'est pas facile pour eux, parce qu'ils peuvent pas le vivre pleinement, étant un peu dans la confidence, et puis ne pouvant pas en parler avec le reste de la famille. Moi, j'étais pas prête jusqu'à présent, et je pense, encore une fois, que c'était la peur de la réaction de ma famille. C'est sûr. Puis mon employeur, c'était un peu un hasard du timing, mais aux 3 mois en fait révolus, j'étais en congé d'été, donc 3 semaines de congé. Et je trouvais ça prématuré de le dire avant de partir. Donc j'ai décidé de le faire à mon retour et d'attendre que tout le monde soit là pour pas me répéter 10 fois. Et je voulais que mon équipe surtout soit là au complet. Donc il a fallu attendre en gros 3 semaines de plus. Donc je l'ai annoncé à 4 mois. Et ça a été un soulagement aussi de pouvoir le dire. Mais aussi cette appréhension, alors là d'un autre ordre, parce que j'ai fait le choix d'être très transparente sur mon parcours et sur la PMA dans mon cercle privé, mais de ne rien dire et de garder ce parcours pour moi dans mon milieu professionnel. Je trouve que ça n'a rien à voir avec mon travail, et surtout c'est extrêmement perso.
Donc peut-être certaines personnes seraient à l'aise avec ça, mais moi je me dis que ça n'a pas sa place à cet endroit-là. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des questions d'usage quand on annonce une grossesse qui sont anodines, mais qui pour moi prennent une autre ampleur, du genre est-ce que le papa a ceci, est-ce que cela, où il faut être préparé dans la mesure du possible, un peu blindé. À la base, je déteste mentir. Ça a été une épreuve d'avoir certaines questions où je savais que je répondais pas, ou je répondais à côté, ou je disais que oui, dans ma vie privée, il s'était passé plein de choses et que j'avais un partenaire alors que j'en ai pas, quoi. J'étais obligée de faire ça. Enfin, je dis obligée, oui, je sais pas comment dire autrement, puisque pour moi, il n'y avait pas d'ouverture possible sur la vérité. Après, je me suis dit qu'il y avait un peu un effet annonce aussi de dire cette nouvelle. On m'attendait pas, je pense, sur ce terrain-là. Et donc il y a un effet d'annonce et voilà, que tout le monde soit informé et que le bruit se répande pour ceux que j'ai pas pu informer personnellement, et qu'une fois que ce serait passé, ça serait plus simple. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Mais parfois, je suis encore dans des situations qui peuvent être où on pose des questions sur le papa. Ça peut être dur à vivre quand même. Je ne démords pas pour l'instant de cette idée que ça n'a rien à voir avec mon travail. Et certains collègues dont je suis plus proche, peut-être qu'un jour là, ça se présentera. Mais pour moi aujourd'hui, c'est pas une option. Donc là, plus ça va, mieux ça va, j'ai envie de dire, sur le fait de vivre ces moments-là et voilà. Et puis maintenant, c'est encore d'autres jalons, mais que tous les parents connaissent en fait, de s'organiser, de faire des démarches à droite, à gauche, de CAF, de crèche. Enfin, c'est là où la clinique en Espagne avait raison. Enfin, c'est tout ce qui est accompagnement, conception. Effectivement, on est dans un suivi particulier. Par rapport à la France, oui, j'ai été dans l'illégalité, puisque j'ai fait quelque chose qui n'est pas légal en France. Mon gynécologue aussi. Mais à partir du moment où vous êtes enceinte, vous rentrez dans un processus qui est classique de suivi de grossesse et vous rentrez dans la normalité. Alors, même si je suis célibataire, de l'extérieur, ça fait pas de différence. Donc ça a fait aussi du bien de se dire, bon, on est dans les clous, entre guillemets, et maintenant on va pouvoir construire et se projeter, mais pour autant, je sais très bien que c'est un modèle, un choix de famille qui est certes de plus en plus répandu, mais qui n'est pas la normalité, et qu'il faut être un peu blindé aussi sur ça pour l'avenir. Et sur les questions que vont poser l'enfant, que va pouvoir poser l'entourage, ou les amis de l'enfant. Et voilà, c'est pas terminé, loin de là. Mais ça, je suis prête. Et puis voilà, ce que je disais auparavant, c'est on peut pas répondre à toutes les questions avant, en fait. C'est pas possible. Donc il y a des choses, ça va se faire au fil de l'eau. L'enfant va voir aussi son caractère, les moments où il aura besoin d'un accompagnement de telle ou telle manière, en fonction de son entourage, de ses propres questions. Enfin, tout ça, ça va venir. Et ce que j'ai décidé pour moi aussi, et qui n'est pas à la base dans mes habitudes, c'est de me faire aider si j'ai besoin. C'est trop important, il faut pas rester seul avec une situation de dépassement ou d'interrogation trop profonde, ou même peut-être de déprime à un moment donné, j'en sais rien, je n'espère pas évidemment, mais il faut être accompagné, il faut se faire aider, il y a plein de possibilités. Donc, et ça, j'avoue que mes parents, c'était aussi dans la bonne surprise, m'ont vraiment dit qu'ils pouvaient compter, enfin que je pouvais compter sur eux. Donc c'est un soutien qu'on peut attendre de ses parents, mais qui n'était pas non plus une évidence, et ça me rassure beaucoup de savoir que c'est une option. Donc là, à 5 mois et demi de grossesse, tu vis ta grossesse pleinement, plutôt sereine, bien, et tu continues de préparer la venue de cet enfant en te posant tout un tas de questions, plutôt d'ordre qu'est-ce que je vais lui dire plus tard finalement. Là, les questions de qu'est-ce que je vais lui dire plus tard, j'ai fait un peu une pause aussi, parce que ça, c'était beaucoup dans la prise de décision, où j'ai eu toutes ces interrogations, etc. Donc je sais que ça va venir à un moment donné, mais là, c'est pas dans les priorités. C'est pas dans les priorités parce que j'ai énormément de choses auxquelles je dois penser.
Donc je me concentre plutôt là-dessus et sur d'être bien et d'être préparée à la venue du bébé. Après, pour moi, je sais que j'ai envie que mon bébé sache dès le départ, de la manière dont il a conçu, qu'il n'y a pas de papa, etc. Et j'espère que j'y arriverai. Parce que je pense que quand on est confronté au moment, après, ça peut être difficile aussi à dire, mais je pense que c'est assez déterminant quand même dans le succès de cette décision et dans le bien-être de l'enfant, surtout, qu'il sache. Mais chaque chose en son temps. Là, je me prends un petit peu moins la tête sur, justement, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. J'ai déjà lu beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, il y a pas mal de lectures aussi, de livres pour enfants qui existent. Donc il y a quand même des supports aussi pour être aidé à expliquer. Évidemment, ça va être un sujet à un moment donné, mais là, il y a trop d'autres choses à faire. Et puis, oui, l'idée, c'est quand même aussi d'être serein, d'être bien. Le bébé, il le sent, donc d'être heureuse de l'accueillir, quoi. Et puis, c'est un petit garçon, donc ça, je le sais depuis pas très longtemps. De se projeter aussi avec ce petit garçon. C'est quand même, c'était éprouvant, tout le parcours. La grossesse, finalement, c'est 9 mois, mais ça passe aussi très vite. Donc l'idée, c'est peut-être juste d'appuyer un peu sur pause et de savourer le moment aussi. Et bon, comme je travaille, évidemment, il y a des journées qui sont aussi plus compliquées que d'autres. Ça empiète parfois sur mon humeur et tout ça. Et déjà ça, c'est suffisant en termes de nuisance, j'ai envie de dire. Dès que je peux, c'est d'essayer de prendre du temps pour moi et pour le bébé. Et juste, en fait, de savourer et d'être bien. Et voilà, c'est la priorité. On te souhaite, Hélène, de vivre toute cette grossesse pleinement, d'avoir un très très bel accouchement. Je te remercie. Merci. Merci. Ce qui m'a particulièrement marqué chez Hélène, c'est son exigence. Son exigence dans son questionnement sur elle-même, sur son désir d'enfant et sur ce parcours mûrement réfléchi. Il est finalement une succession d'étapes, voire parfois de challenges physiques et psychologiques pour lesquels Hélène a choisi de se faire accompagner et n'hésitera pas à demander de l'aide si besoin par la suite. Demander de l'aide, que l'on soit dans une démarche de PMA ou dans une grossesse plus classique ou post-accouchement, c'est vraiment primordial. On en a déjà parlé dans différents épisodes, mais c'est un message important et je ne me lasse pas d'insister sur ce point. D'accompagnement, il en sera question dans le prochain épisode puisque nous irons à la rencontre de Déborah Schumann-Antonio, thérapeute, coach de vie et formatrice, qui accompagne entre autres les femmes et les couples dans leur parcours de procréation médicalement assistée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela permet à d'autres de le découvrir et cela m'aide beaucoup. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous l'identifiant gloriamama.diane. Merci beaucoup et à bientôt sur Gloria Mama.